Bienvenue à toi, intrépide chercheur de vérité, pour ce quiz gay, interdit aux hétéros. Que tu sois homo ou pas, que tu veuilles tester tes connaissances sur le milieu homosexuel ou que tu n'y connaisses absolument rien et souhaites en savoir davantage. Car paradoxalement, même si on a l'impression de voir l'homosexualité partout, personne n'en parle et ne l'analyse. Et les catholiques en particulier n'en ont strictement rien à foutre. Donc, grâce à ce quiz gay, tu vas apprendre plein de choses d'une communauté et d'une culture bien souvent boudée, censurée ou déformée par ses propres membres. Ici, sois sans crainte, pas de tabou, pas de censure et que du respect de tous. Chacun fait et pense ce qu'il veut, mais a aussi le droit de savoir ce qu'il fait et le devoir de penser. N'ayant pas trouvé preneur ou acheteur de ce concept pourtant génial, et qui aurait même pu faire l'objet de la création d'un musée, d'une médiathèque, d'une expo, d'un escape game ou carrément d'une université, d'une maison de l'homosexualité, mais notre monde et notre église ne sont pas prêts, et nous croyons que désormais, jusqu'au retour de Jésus, ils ne le seront jamais, nous nous rabattons sur le format podcast payant. C'est le maximum que nous puissions faire, à la hauteur de nos faibles moyens. Ce jeu est une série de questions la plupart du temps à choix multiples, parfois sans, et réparties sur 6 catégories correspondant, c'est pas merveilleux, aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. C'est bien fait quand même. Rouge pour le fonctionnement du désir homosexuel, orange pour l'histoire et la politique de la communauté LGBT, jaune pour les gay icons et divas, vert pour l'art et la culture homo, bleu pour le blind test musical gay, et violet pour les questions intimes. Avec ces questions, libre à toi de t'auto-évaluer et de défier des amis en jouant à plusieurs. Elles ont parfois été lues par des grands noms de la communauté homosexuelle et ont toutes été écrites par Philippe Arignaud, lui-même qui te parle, et qui est homo et ouvertement catholique. Donc en général, tu vas voir que ça déménage et qu'il n'y a pas de langue de bois. Bonne lecture et écoute à toi, amuse-toi bien, apprends à nous connaître, nous homosexuels, et à voir notre beauté, la richesse de nos vies, l'immense caverne d'Ali Baba qu'est notre culture aussi. Et que le meilleur, Jésus, gagne. À noter pour finir que ce quiz gay a pour pendant eschatologique et complémentaire un autre podcast appelé Quiz Francatonnerie, jeu de mots avec la franc-maçonnerie, et qui traite justement de l'infiltration de la franc-maçonnerie dans l'église catholique. Tu le trouveras sur cette plateforme. Dans l'inconscient collectif, quelle attitude négative est associée spontanément à l'homosexualité ? 1. La fierté. 2. L'impudeur. 3. L'agacement. 4. Le vol ou kleptomanie. Réponse 3. C'est l'agacement. Je pense par exemple à l'attitude de drama alangui, abasourdi, offusqué, offensé, excédé, sans paraître capricieuse, de Louis Albi dans la Starac 2022 saison 10, de Jérém Star, de Lucas Adorable, de la chanteuse Oshi, et pour parler des homos des générations passées, de Pascal Sevran ou de Frédéric Mitterrand, c'est agaçant à la fin. Et j'irais même jusqu'à citer le dandy Oscar Wilde. Je pense aussi au dromadaire efféminé du dessin animé Astérix et Cléopâtre en 1968, dans la chanson Quand la Betty va tout va. Mais non, j'ai une bosse, je suis un dromadaire, pas un chameau. Oh, c'est agaçant à la fin. Je pense encore à la chanson La Nacelle de Hugo Chastenay, connu à l'époque comme Hugo, sorti en 1996. Ça m'agace un peu. La 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 la. Lié à l'impatience, à l'hypersensibilité, à la susceptibilité, à l'exaspération ou à l'alarme facile, à une parodie d'hystérie féminine mal contenue, à l'esthétisme de l'être dépassé et outré par tout, à la fascination homosexuelle pour les marqueurs d'impression négative et d'indignation, l'agacement traduit plus profondément chez beaucoup de gays une angoisse existentielle et un manque de confiance en soi, qui va se manifester en général par la plainte, le roulement des yeux, la critique excessive ou marmonnante, l'irritation exacerbée et soupirante, la posture d'impatience efféminée. Au fond,
Ce côté soupe au lait insupportable et boudeur, plaintif, qu'on peut voir chez des personnalités souvent narcissiques, douillettes, jouant les fragiles, ou les impatientes, ou les atteintes excessivement par leur environnement, est un symptôme de faiblesse, de fausse résistance, de dépression et d'hystérie qui appelle à ce qu'elle exècre. L'exaspération homosexuelle, franchement ça me saoule. Ou je suis dégoûté de la vie, je suis au bout de ma life là, je suis en PLS, j'en peux plus. C'est atroce. Et qui s'exprime même de plus en plus en anglais, genre c'est dead, no way, a été décrite et interprétée avec brio par l'humoriste gay justement, Alex Ramirez, dans son sketch sur les clichés du PD pétasse, au Montreux Comedy Festival en 2017. Dans le sens où si t'es gay, t'es forcément une espèce de créature efféminée, très exubérante, qui travaille dans la mode. Ou les cheveux, on a le choix. Qui bouge les mains, qui roule les yeux, qui tord du cul et qui critique tout le monde avec une voix nasillarde en buvant des Cosmos. La base. Oh mon Dieu, regarde ça. Dead, dead, dead over dead. Hello, le principe du jean taille basse, c'est qu'il faut une taille. Ce PD surjouant l'agacement dans la vraie vie a été aussi croqué par Jean-Claude Brialy, Michel Serrault, ou encore, plus proche de nous, l'humoriste Alex Lutz, l'humoriste Jérémy Lorca, l'imitateur Thomas Poitvin, ou encore Michael Youn. Elle m'énerve. Mon Dieu, qu'elle m'énerve. Avec quelles intentions majeures, il arrive que deux maghrébins, ou deux indies, ou deux noirs, souvent des grands gaillards en plus, jouent de plus en plus aux homos devant les autres, en se tenant par exemple par la main, ou la taille dans la rue en Occident, comme un vrai petit couple. Et en plus on a le droit de rien leur dire, et de ne surtout pas penser à mal, M-A-L ou M-A accent circonflexe à l'ES. 1. Ils font ça pour vivre au grand jour ce qu'ils ne pourraient jamais s'autoriser dans leur pays d'origine, ni dans leur communauté ou culture ou religion d'appartenance. 2. Ils font ça pour narguer les blancs, ou les bobos gay-friendly, et les avoir à leur propre piège, d'imposition d'un modèle relationnel, d'indifférence ou de soutien à l'homosexualité, ainsi que pour les menacer d'une future riposte homophobe. 3. Ils font ça pour s'attirer les foudres et attaques homophobes des deux côtés, et des Français gay-friendly, et des fondamentalistes religieux de leur rang, dans un processus inconscient d'autodestruction. 4. Il n'y a chez eux aucune intention de choquer ou de provoquer, puisqu'il ne s'agit pas d'homosexualité, mais juste d'une amitié fraternelle décontractée. C'est un autre rapport au corps. Tout cela est culturel. Réponse 2. Il s'agit d'un mimétisme de provocation agissant comme un avertissement de dissuasion ainsi qu'un terrorisme. Car si on vient à se choquer de leur étonnante camaraderie, voire à simplement l'homosexualiser, les deux acteurs se chargeront volontiers d'imputer la présomption d'homosexualité à celui qui croit à cette dernière, et qui, du coup, aurait eu les idées mal placées et mériterait, à leurs yeux, punition homophobe. Ils imputent déjà une caution gay-friendly et homosexuelle à tous leurs spectateurs muets et mollement complaisants et impuissants face à leur pastiche occidentale. Je ne crois pas à l'innocence, l'ignorance ou la spontanéité du jeu corporel ambigu des deux maghrébins, ou indies, ou noirs, qui se baladent main dans la main ou s'embrassant dans le cou. Maintenant que l'opinion publique mondiale est surérotisée et surtout mise au courant de la réalité individuelle et amoureuse de l'homosexualité, les deux hommes de couleur qui s'affichent avec une proximité et une sensualité équivoques savent parfaitement ce qu'ils font, devant qui, sur quel terrain et avec quelle symbolique ils jouent. Ils usent aussi de leur statut de minorité potentiellement impressionnante et intimidante qui peut tenir tête à ses oppresseurs pour enfoncer le clou de leur provocation. Auquel cas, leur attaque anti-blanc prend la forme la plus insidieuse et primaire de l'homophobie, à savoir la pratique homosexuelle. Ce mimétisme des Occidentaux et cette réappropriation ironique de leurs mœurs soi-disant dépravées et sacrilèges ne leur coûtent pas bien cher et ne leur font courir quasiment aucun risque. Aucune homosexualité officielle, ni homophobie d'ailleurs, ne pourra leur être imputée étant donné qu'ils sont noirs.
ou de pays fortement traditionnels où l'homosexualité est niée, interdite, voire persécutée. Ils seraient donc, et on parle bien d'intention ici, à cause de leur origine ethnique, de leur faciès et couleur de peau, blanchis, entre guillemets, si je peux me permettre ce jeu de mots, à l'abri de tout soupçon et de toute présomption à la fois d'homosexualité et d'homophobie. Le masque naturel parfait pour faire comme les blancs, mais, dans leur esprit, jamais comme eux. Et surtout faire contre eux. Même si c'est un gros tabou dans la communauté lesbienne, qu'il ne peut pas être prouvé scientifiquement, et que bien entendu, un virus ou une maladie ne cible pas une population précise sur la seule base de son orientation sexuelle, et croire le contraire est de l'homophobie ou de la lesbophobie, quelle maladie guette et concerne particulièrement les femmes lesbiennes, beaucoup plus que l'ensemble des femmes? 1. L'endométriose. 2. Les AVC, accidents cardiovasculaires. 3. L'ostéoporose. 4. Le cancer du sein. Réponse 4. Une étude américaine a dévoilé que les lesbiennes sont plus nombreuses que les hétérosexuels, entre guillemets, à être atteintes du cancer du sein. Étude de Kavanaugh-Lynch en 2010. Pourtant, les lesbiennes ne sont pas plus prédisposées physiologiquement ou génétiquement que les hétérosexuels face à une telle maladie. Nul fatalisme ni déterminisme à avoir. Au niveau des risques, le cancer du sein concerne a priori 8 femmes sur 10. Donc en soi, il n'est pas proprement lesbien. Il est juste potentiellement féminin. Il n'y a pas lieu d'homosexualiser ou de lesbianiser le cancer. En revanche, on peut se poser légitimement la question, les femmes homosexuelles et bisexuelles auraient-elles plus de risques de développer un cancer du sein ou du col de l'utérus que leurs contemporaines non homosexuelles? Il existe une série de raisons qui poussent à répondre par l'affirmative, comme l'explique la Fondation contre le cancer dans son dépliant de prévention intitulé « Pour les femmes qui aiment les femmes ». Les femmes lesbiennes présentent des facteurs de risque les rendant plus vulnérables et exposées à cette maladie. Moins de réflexes et d'habitude à aller se faire dépister, mammographie, absence d'enfants et de maternité. Et puis, il y a des raisons plus invisibles, plus tabous aussi, puisqu'elles concernent la responsabilité humaine et le terrain du provoqué, entre guillemets. Selon les études, plus de 90% des facteurs liés au cancer du sein sont environnementaux, le psychologique, la somatisation, la dépression et parfois l'expérience traumatique ou malheureuse du couple lesbien, donc de la pratique amoureuse homosexuelle. En effet, certaines femmes lesbiennes déclarent des cancers du sein parce que symboliquement et concrètement, quelque chose, un secret, une souffrance, un esclavage, un mal-être, une emprise psychologique, leur pèse sur le cœur, ou pour ainsi dire qu'elles en portent trop, qu'elles sont malheureuses et frustrées en amour ou en couple. Heavy on my heart, littéralement lourd dans mon cœur, comme le chante la chanteuse Anastasia qui a eu un cancer du sein. Et ce lien entre pratique de l'homosexualité féminine, ou couple lesbien, et cancer, bien que non causal et non systématisable au désir lesbien dans son ensemble, est autant explosif qu'absolument interdit. Pourtant, beaucoup de femmes lesbiennes continuent de mourir du cancer du sein, et d'une certaine pratique de l'homosexualité au fond, dans l'indifférence générale. Nous pouvons citer des lesbiennes célèbres qui se battent contre le cancer, voire qui en sont mortes. Grace Frick, la compagne de l'écrivaine Marguerite Yourcenar, Martina Navratilova, la joueuse de tennis, John Nessel, l'écrivaine juive, Jacqueline Julien, la féministe, Audre Lorde, l'écrivaine noire, Nathalie Magnan, la théoricienne activiste, Susan Sontag, l'essayiste et théoricienne du camp, Darlene Nipper, la militante noire, etc. Nous pouvons aussi citer certaines œuvres de fiction lesbienne traitant du double sujet lesbianisme-cancer du sein. Par exemple le film Free Love, 2000, de Peter Soyetz, Sous les jupes des filles, 2014, d'Audrey Dana, etc. Et ce n'est absolument pas un hasard que les campagnes de sensibilisation contre le cancer du sein s'habillent de rose, la couleur homosexuelle par excellence. Pensons à Octobre Rose, à Think Pink, etc.
pourquoi l'homosexualité, en tant que ressenti amoureux et érotique, n'a probablement rien d'un choix. Trouvez parmi ces hypothèses laquelle ne tient pas. 1. Parce que les homos ont des réactions corporelles et même fantasmatiques lors des rêves ou bien quand ils se retournent spontanément sur quelqu'un dans la rue, qui ne peuvent pas être simulés. On ne décide pas d'être attiré par tel ou tel sexe, d'avoir une érection ou au contraire une indifférence pour tel type de personne. Si les homos avaient eu le choix, beaucoup avouent qu'ils auraient préféré être attirés par des personnes de l'autre sexe. C'eût été plus simple pour eux. 2. Parce que l'âge des premiers émois homoérotiques est parfois trop précoce ou trop éloigné ou exempt d'influence pour être un choix délibéré. Une pâle copie d'une mode ou éducation. Ou le fruit d'une décision, préméditation, mimétisme personnel. 3. Parce que la forte représentativité des jumeaux parmi les homos, par exemple, prouve qu'une forme particulière d'homosexualité est naturelle, de naissance et imposée. En effet, on ne choisit pas d'être jumeaux, et la gémilité est certes une exception et une bizarrerie de la nature, mais une nature quand même. 4. Parce que les sentiments amoureux et les pulsions s'imposent à nous, et que nous ne pouvons pas les contrôler. Ils font partie de notre patrimoine génétique, de notre identité héritée, et ne viennent pas, à la base, d'un conditionnement ni d'événements extérieurs. Être gay, c'est comme être né gaucher, par exemple. Ce n'est ni bien ni mal, mais ce n'est pas un choix. Réponse 4. Non. Nos émotions, nos fantasmes, nos désirs, nos réactions, même physiologiques, donc apparemment naturelles et spontanées, et fortement conditionnants, ont toujours une double origine, génétique et circonstancielle provoquée. Ce qui les rend donc relativement modifiables, orientables et maîtrisables. Par conséquent, ils ont aussi à voir avec notre volonté et manière de les gérer, voire avec notre capacité à ne pas les actualiser. Et non avec notre identité fondamentale, un déterminisme, un fatalisme ou un non-choix. Les pulsions et les sentiments humains, même s'ils peuvent être intenses et apparemment impérieux, sont toujours dans une certaine mesure contrôlables ou orientables grâce à notre maîtrise de nous-mêmes, à notre liberté et à notre conscience, fussent-ils ressentis à un âge précoce. Nous ne sommes pas les marionnettes de nos désirs, envies, instincts. Et nos sentiments et réactions, souvent explicables par certaines influences et événements du passé, sont par définition fluctuants, transitoires, et peuvent être de la pulsion déguisée à ne pas nécessairement actualiser. Voilà pourquoi l'homosexualité n'a quasiment rien à voir avec le fait d'être gaucher, ou noir ou blanc, ou riche ou pauvre, car elle touche à la différence des sexes, réalité bien plus essentielle, ontologique, aimante, et nous laissant libres de nos choix, que la différence des espaces ou celle des générations. En conclusion, on ne peut pas savoir si le ressenti homo est un choix ou non, même si a priori, dans certains cas, il ne semble pas un choix. En revanche, on a toujours le choix et la liberté de vivre avec de telle ou telle manière. Pas de fatalité en la matière. À quelle position sexuelle les lesbiennes sont-elles souvent associées ? Alors que techniquement, et de leur propre aveu, celle-ci est de l'ordre de l'impossible, et donc du grotesque, qui sent la lesbophobie. 1. Le trapèze. 2. La chatte perchée. 3. Les ciseaux. 4. La pendule. C'est la réponse 3. Les ciseaux. Le stéréotype des ciseaux, tellement irreproductible qu'il relève de la blague potache entre lesbiennes, a la dent dure, parce qu'il est véhiculé y compris par des fictions qui se veulent lesbo-friendly. Par exemple, le film Gazon maudit, 1995, de Josiane Balasco. Par exemple, Rafi et Tanya dans la piscine du lycée de la série Sex Education, en 2019, épisode 4, saison 1, ou encore le film La vie d'Adèle, 2003, d'Abdelatif Kechiche. Sur le papier, le principe de ce tribadisme est le suivant. Les deux partenaires sont allongés, les cuisses écartées, les jambes en V, chaque partenaire prenant en ciseaux le bassin de l'autre afin d'obtenir un contact maximal entre les deux vulves. Mais dans la réalité, c'est juste un mythe. Les lesbiennes, même en couple depuis longtemps,
ou bien aventureuses et particulièrement souples, s'accordent à dire qu'elles n'ont jamais réussi à l'actualiser, ou tout simplement à en tirer un quelconque orgasme. En revanche, symboliquement, la métaphore des ciseaux est riche de potentielles interprétations. Peut-être que le coït lesbien est psychologiquement coupant, ou bien une volonté ou illustration inconsciente et symbolique de castration. Comment ça, c'est capillotracté ? Dans le milieu homosexuel, à quoi renvoie l'expression et le phénomène des clones ? 1. Au trafic humain de la procréation technologiquement assistée et aux enfants obtenus artificiellement par les couples non procréatifs par nature que sont les couples homo. La PMA, la fécondation in vitro, la GPA, l'adoption exceptée. 2. À la ressemblance frappante et probablement inconsciente entre ses membres. Formatage communautaire, apparence physique de copie conforme, mimétisme gémellaire entre gays, pensée unique, code vestimentaire et discours stéréotypés, etc. 3. À la recherche narcissique de l'exact semblable que soi en amour et en sexualité. Poilu avec poilu, camionneuse avec camionneuse, musclé avec musclé, actifs avec actifs, minet slim avec minet slim, maghrébin avec maghrébin, etc. 4. Au mimétisme plagiaire et soumis de la communauté homo par rapport à la société hétéro, appelée droit à l'indifférence ou clonage justement. Revendication d'une égalité légale, statutaire, patrimoniale, symbolique, parfaite, par le mariage, les lois, les enfants, etc. Réponse 2. Il s'agit de l'effet moutonnier, narcissique, marchand et paradoxal, car il se revendique en intention comme une originalité anti-système et un anticonformisme fier de sa liberté, même hors milieu, parmi les marginaux entre guillemets et esclaves homo. Le clonage est une réalité désirante collective. La communauté homosexuelle est connue pour être un concentré d'uniformité, une foule de personnes qui se croient originales sous prétexte de défendre une égalité des droits présentée comme indiscutablement juste. Les mots de l'essayiste lesbienne Paula Dumont, dans son autobiographie Mauvais genre, publiée en 2009, sont très parlants. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que j'appartiens à une certaine catégorie de femmes qui ne sont originales qu'en apparence. Quand je me rends dans une assemblée de 200 goudous, je repère mes semblables au premier coup d'œil. Sans nous être concertés, nous arborons toute la même panoplie, ce qui est la preuve que nous avons subi un conditionnement identique. J'ai, au cours de mon existence, rencontré de nombreuses butches qui n'ont jamais ouvert que l'autojournal ou l'équipe et qui me ressemblent comme des sœurs jumelles. Fin de citation. C'est la dictature des communautarismes décrite par Philippe Guillaume dans La République des clones, publiée en 1994. Avant de s'étendre à tous les communautaires homosexuels, à la base, le terme de clone ne concernait que les hommes bers bodybuildés passant leur journée dans les salles de muscu. Nous citons une phrase de la revue Têtu numéro 127 de novembre 2007. Un clone est un homme qui travaille sa virilité. Dans sa version vintage de 1978, ça donne moustache, barbe, gym, jeans 501, t-shirt blanc et chaussures Redwing. Fermez les guillemets. Mais avec le temps, on voit que le clone bear a servi de prototype à de nombreux sous-ensembles de clones homosexuels. Des sous-catégories d'un même supermarché LGBT humain. Par exemple, dans son autobiographie La mauvaise vie, publiée en 2005, Frédéric Mitterrand décrit les ballets de clones, nous citons, gravitant dans le milieu homosexuel asiatique. Par quelle célèbre fiction psychologique le neurologue autrichien Sigmund Freud, 1856-1939, célèbre fondateur de la psychanalyse, a-t-il remplacé le lien non causal entre homosexualité et viol, alors qu'il recevait pourtant dans son cabinet de Vienne de nombreuses personnes homosexuelles, ou proches de ces dernières, ayant été abusées sexuellement. 1. Le rapt de Ganymède. 2. Le mythe de Sisyphe. 3. La caverne de Platon.
4. Le complexe d'Oedipe. Réponse 4. Il s'agit du complexe d'Oedipe, traitant du stade de la passion pour le parent du sexe opposé au moment de la petite enfance, en lien avec le narcissisme et les troubles de l'attachement. La triangulation papa-maman-enfant constituait sans doute aux yeux de Freud un narratif moins impressionnant, moins culpabilisant et moins frontal pour les patients et parents de patients que celui du viol. Mais pour le coup, ce remplacement a jeté un voile de censure et de déni sur des drames parfois réellement vécus par beaucoup de personnes homosexuelles. Drames qui mériteraient d'être nommés et éradiqués. Freud a préféré jouer la carte du symbolisme mythologique, de la prudence, du personnalisme, de l'intimité familiale et de la neutralité. On lui connaît par exemple des mots très rassurants dans des échanges épistolaires avec des mamans d'homosexuels, qualifiant l'homosexualité de, je cite, « phase narcissique d'arrêt dans le développement psychosexuel d'une personne attirée par les personnes de son propre sexe », fermez les guillemets, et retirant ainsi l'inclinaison homoérotique du registre criminel, tragique, violent et même finalement pathologique. Parmi les cours prodigués au collège, quel est celui qu'une personne homosexuelle en général craint, voire déteste? 1. Le cours d'anglais. 2. Le cours de sport. 3. Le cours de maths. 4. Le cours d'histoire. Réponse 2. C'est le cours de sport. On a tous le souvenir des ambiances malaisantes entre guillemets de vestiaire, où on ne sait plus où regarder. Des humiliations diverses et variées pendant la séance. Être choisi en dernier dans la composition des équipes, avoir peur du ballon, ne pas savoir faire telle ou telle figure imposée ni mettre la tête sous l'eau à la piscine, devoir exposer son corps différent et complexé face aux autres, ne pas posséder les attributs et les performances physiques communément attendus par les membres de notre genre sexué ou au contraire de l'autre sexe, etc. Bref, les cours de sport au collège, pour une personne homo, c'est très souvent l'épreuve dans l'épreuve, sportive en l'occurrence. Un cauchemar. En revanche, les cours de musique, d'art plastique, de français, de langue ou d'histoire deviennent des bulles d'oxygène. D'où vient chez certains homosexuels le goût du cuir, à l'instar du latex, lycra? Chassez parmi les 4 hypothèses ci-dessous l'intrus. 1. Il vient d'une attraction inavouable pour la violence. 2. Il vient d'un désir de devenir objet. 3. Il vient d'un élan bestial, pulsionnel, compulsif, instinctif. 4. Il vient de l'homophonie inconsciente avec le mot queer. Réponse 4. Rien à voir entre queer, qui veut dire bizarre en anglais, et cuir. En revanche, pour le reste, le goût du cuir traduit chez certaines personnes une difficulté à habiter leur corps. Pour diverses raisons. Blessures, peurs, complexes. Difficulté traduite par une certaine recherche de brutalité, pour justement réinvestir ce corps cru perdu. Difficulté maquillée par une idolâtrie pour les corps tout-puissants et inoxydables des super-héros. Pour le sport et la muscu. Pour le mouvement et l'agilité des animaux, en général les taureaux, les panthères, les zèbres, les chevaux, les chiens, pour la sécurité et la solidité des objets et des matières synthétiques, pour la chaleur rassurante des peaux de bêtes. Voilà pourquoi certains homos vont dans les bars cuir, s'habillent en veste cuir, aiment les sacs et les attributs du sadomasochiste en cuir. Perfecto, gants, képi, harnais culottes, slip, motos et voitures en cuir, ceinture, etc. Symboliquement, le cuir fonctionne comme une humanité augmentée, améliorée, immortelle. On l'observe tout à fait dans les dessins du milieu des gays des années 1990 de l'illustrateur Tom of Finland, où tous les attributs du mâle sont augmentés.